Salut à tous. Après avoir fait une vidéo sur un jeu qui n'est pas connu par les joueurs et qui n'a pas connu de bonnes ventes, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui est très connu parmi les joueurs, mais qui lui aussi n'a pas eu de bonnes ventes. Je veux évidemment parler d'Axeler sur Super NES. C'est parti. Axeler est un shoot'em up développé et édité par Konami. Il est sorti sur Super NES le 11 septembre 1992 au Japon et le 30 septembre en Europe. Déjà, le fait qu'il soit développé par Konami est une très bonne chose, car ils sont aussi à l'origine de shoot'em up mythiques comme Gradius ou Parodius, mais il est différent de ces deux-là pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on ne gagne pas de bonus dans les niveaux pour booster sa vitesse ou la puissance de feu de notre vaisseau. Non, il faut choisir, avant de commencer le niveau, 3 armes que l'on utilisera et que l'on pourra changer en fonction de nos besoins. Notre arsenal est composé d'une arme pour attaquer devant soi, la seconde arme sert à attaquer sur les côtés, et la troisième arme est un missile plus lent mais plus puissant. Jongler entre ces 3 armes nous permettra de triompher des différents ennemis. Par exemple, si des ennemis nous encerclent, il faudra prendre l'arme qui peut attaquer dans toutes les directions. On gagne une nouvelle arme après avoir fini un niveau, ce qui permet de peaufiner sa stratégie tout au long du jeu. Ce jeu est certes assez lent faute de bonus, de vitesse, mais reste quand même assez dur, surtout le dernier niveau avec des ennemis et des projectiles dans tous les sens, mais c'est quand même bien moins dur qu'un tout. Le scrolling aussi est différent, car dans tous les shoot'em up, le scrolling ne va que dans une seule direction. Par exemple, celui de Gradius est horizontal, alors que celui de Tout est vertical, mais celui d'Axeler change un niveau sur 2. C'est-à-dire que celui du premier niveau est vertical, alors que celui du second niveau est horizontal. Le jeu profite du mode 7 de Super NES, permettant ainsi d'avoir des décors magnifiques ainsi que des boss gigantesques. Grâce à ces graphismes, le jeu nous propose des ambiances différentes en fonction des niveaux. On peut passer d'un niveau épique à un niveau plutôt calme et mystérieux. Ces sentiments sont accrus grâce à l'OST de grande qualité que nous propose le jeu. Je vous laisse faire votre avis. Le premier niveau se passe au-dessus d'un océan sans fin, ne laissant apparaître que quelques petites îles, et petite originalité bien appréciable, pour la seconde moitié du niveau, en fonction des directions prises par le joueur, les pièges et les ennemis rencontrés seront différents. Le boss est ici une araignée mécanique géante, nous jetant des petits vaisseaux. Dans le second niveau, on commence dans l'espace, puis l'on entre dans un vaisseau qui paraît immense car on peut apercevoir par les vitres de ce vaisseau une plateforme avec un aéroport, une ville et une plage, puis une planète qui est vraisemblablement celle du premier niveau qui était détruite, ne laissant à sa surface que quelques petites îles. La musique de ce niveau joue un rôle très important dans son ambiance. Au début, elle est plutôt calme et discrète, mais éclate avec des tons bien plus épiques après avoir pénétré dans le vaisseau. Le boss de ce niveau est inspiré de l'écho-dépisteur ED209 de Robocop, car ce sont tous deux des robots bipèdes ayant une Gatling dans l'abdomen. Le troisième niveau se passe sur une planète à l'ambiance plus martienne, avec le sol composé de sable et de roches rouges. On y voit une mégalopole sur sa couche inférieure éclairée seulement par les lumières domestiques. Le boss est une soucoupe volante qui a 3 phases lors de l'affrontement. La première phase est une boule avec de petits vaisseaux autour. Dans la seconde phase, il ressemble à un chapeau de sorcière qui nous tire moult projectiles. Et dans la troisième phase, la base du vaisseau est remplacée par une armure ainsi que des canons. Le quatrième niveau est une planète où l'armada d'annihilation, oui c'est le nom de nos ennemis, ont transformé la faune et la flore pour qu'ils soient des armes de guerre en les implantant des robots à leur corps. L'originalité pour ce niveau, c'est que l'on peut faire le niveau sous l'eau ou à la surface. Ici, l'ambiance est plus calme et posée. Ce niveau marque donc une pause dans l'enchaînement de niveaux épiques que nous propose le jeu. Le boss est ici une sorte de vaisseau qui nous tire des ennemis kamikazes, des pics et un rayon qui nous paralyse tout en nous faisant changer d'arme. Le cinquième niveau est une planète qui fut autrefois peuplée, mais à force de puiser l'énergie du noyau de la planète, de la lave venue des entrailles de celle-ci a recouvert toute sa surface, ne laissant que quelques rochers. L'ambiance part dans la démesure avec des gerbes de flammes sortant d'un océan de lave. Dans ce carnage, les seules créatures qui peuplent cette planète sont des vers de lave géants, des robots et des dragons créés par l'armada d'annihilation, ainsi qu'un colosse de lave et de métaux fendant la lave pour nous affronter à la fin du niveau et créé par la planète pour la protéger jusqu'à ce que l'écosystème redevienne normal. Ce boss a beau être visuellement impressionnant, il n'en reste pas moins faible.
Le 6e et dernier niveau du jeu est l'attaque de l'armada d'annihilation où on détruit tous leurs vaisseaux jusqu'à pénétrer à l'intérieur de leur vaisseau mère qui est gigantesque. Le décor de la première partie du niveau a beau être très simple, son level design intelligent nous donne un sentiment de bataille épique. En effet, le défilement rapide des étoiles en arrière-plan ainsi que le rythme soutenu de la musique provoque ce ressenti. Après avoir défoncé plusieurs robots ainsi qu'un vaisseau capable d'analyser notre vaisseau pour en faire des copies, on vient enfin à bout de l'armada d'annihilation et l'univers peut enfin de nouveau être en paix. Mais que peut bien être l'histoire? Pourquoi notre héros partit à l'attaque de cette puissante armée? Eh bien c'est simple, on nous l'apprend au début et à la fin du jeu. Les planètes du système solaire d'Illis ont détecté un groupe de vaisseaux qui se trouve à 1,2 années-lumière d'eux grâce à un de leurs satellites. Mais ce groupe de vaisseaux détruit toutes les planètes sur son passage, ne laissant qu'un champ de ruines. Le système solaire d'Illis se prépare à se protéger mais n'y arrive pas car les peuples qui y habitent sont des peuples pacifiques, ils n'ont pas assez d'armes et de vaisseaux pour se protéger. Notre héros perdra ainsi sa femme et son fils. Se jurant de se venger, il embarqua dans le dernier vaisseau encore en état de marche, l'Axelet. Dans chaque niveau, il reprendra les planètes conquises par l'armada d'annihilation tout en gagnant de nouvelles armes. À la fin du jeu, après avoir détruit le vaisseau mère, le héros a enfin pu venger sa famille et part dans l'immensité de l'univers. Axelet est un monument de l'histoire du shoot'em up, mais à la différence de Power Rangers Time Force, s'il n'a pas connu de bonnes ventes, c'est car il est sorti en fin de vie de la Super NES. Mais sur toutes les critiques et guides que j'ai regardés pour faire cette vidéo, les joueurs en gardent un excellent souvenir. D'ailleurs, il a été noté 17 sur 20 par jeuxvideo.com et reste encore un plaisir à jouer, mais son plus gros défaut est sa durée de vie assez courte. Il ne possède que 6 niveaux et si le gameplay est bien maîtrisé, le jeu peut être fini en moins de 45 minutes. Ce problème est assez récurrent dans les shoot'em up, mais une durée de vie plus longue aurait été appréciable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu et dites-moi en commentaire sur quel jeu vous voudrez que je vous parle la prochaine fois. À la prochaine, c'était Lordent.